Bonjour, mon nom est Réginald Fleury. J'ai l'honneur d'être le président du CA du BCHM et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans les festivités du 50e anniversaire. Les premières vagues d'arrivées haïtiennes au Québec étaient surtout des intellectuels qui étaient chassés par le pouvoir de Duvalier. Maintenant ou jamais, c'est maintenant que nous deviendrons maîtres clés. On était en plein dans la Révolution tranquille, où on avait besoin de main-d'œuvre qualifiée, et c'était une main-d'œuvre qui arrivait toute formée. Cette tranche d'immigration-là a aidé, lorsqu'elle est arrivée, cette autre tranche de personnes moins éduquées et qui arrivait plutôt vers les années 70. Jean-Claude Duvalier. Encore répétez ça pour moi. Jean-Claude Duvalier. Bosquet. Jean-Claude Duvalier. Il ne faut pas oublier qu'on est dans les années de la dictature des Duvalier. Il y a des gens qui venaient ici à cause de la politique, mais il y en a aussi qui venaient parce que les difficultés politiques diminuaient leur qualité de vie. La communauté s'agrandissait et les besoins également. D'abord, il existait une communauté chrétienne. Des gens qui se réunissaient le dimanche, dans les années 60, début des années 70, et qui avaient pris l'habitude de discuter après la messe des problèmes de la communauté, des problèmes ou de l'actualité. Et un dimanche, plusieurs ont parlé des difficultés suite à un changement à la loi sur l'immigration. Et c'est comme ça qu'il a été décidé à ce moment-là de créer un organisme. Dans cette foulée, il y a eu des personnes extraordinaires comme Paul Desjean, Joseph Augustin, Karl Lévesque, qui ont décidé d'ouvrir un organisme, le Bureau de la communauté haïtienne de Montréal, qui s'appelait à l'époque le Bureau de la communauté chrétienne des Haïtiens de Montréal. Il s'agissait essentiellement d'accompagner les gens à l'immigration, aux enquêtes spéciales. On a accompagné les gens physiquement. On a fait un travail en termes d'alerte au niveau de l'opinion publique. Il y a une défense peut-être au cas à cas et des représentations. Chaque semaine, les avions d'Air Canada amènent à Mirabel plus de 250 voyageurs d'origine haïtienne. Presque tous devront subir de longs interrogatoires avant d'être admis comme visiteurs au Canada. Une trentaine d'entre eux, qui sont soupçonnés d'être des immigrants illégaux par le ministère fédéral de l'immigration, devront même reprendre le chemin de Port-au-Prince par le prochain vol. Suite à l'entrevue que nous avons eue ce soir, mademoiselle Guillaume, je ne peux vous accorder une autorisation de visiteur pour la période que vous avez demandée. Il y a plusieurs critères qui sont écrits dans la loi d'immigration. Ces visiteurs ne doivent pas avoir l'intention de travailler au Canada, d'étudier au Canada sans avoir un permis au préalable. Ils doivent prouver qu'ils sont ici pour faire une visite et qu'ils ont l'intention de quitter le pays après cette visite. Il y a une grosse vague d'Haïtiens qui sont arrivés ici et qui ont obtenu leur résidence à cause des pressions politiques qu'ont menées les membres du BCHM. La source de ce problème qui pousse surtout actuellement les paysans et les travailleurs haïtiens en dehors de leur pays, c'est d'abord et avant tout une situation politique absolument intenable. Vous savez que c'est depuis 23 ans que Haïti est sous la férule d'un gouvernement non seulement dictatorial, non seulement répressif, mais complètement aberrant au point de vue gestion des affaires. Il y a une responsabilité de différentes puissances et dont le Canada, ce n'est pas la principale. Il y a les États-Unis, la France, l'Allemagne de l'Ouest, il y a même Israël et Taïwan qui aident ce régime à se maintenir, mais
parmi ces puissances, le Canada a un rôle important. Or, nous, on était parti du principe qu'il fallait d'abord mettre le paquet sur l'immigration, que si on avait une communauté avec des illégaux, beaucoup d'illégaux, les problèmes deviendraient insurmontables. Dans un hôtel transformé en centre de détention, des Haïtiens dont le cas est toujours à l'étude attendent qu'une décision leur soit communiquée. Si je rentre, j'aurai des problèmes parce que j'ai critiqué le gouvernement. On a préparé les papiers pour mon expulsion. C'est ce mythe de cette différence, cette dichotomie entre le réfugié politique et le réfugié économique, ça ne tient pas dans le cas d'Haïti. La situation économique de ces gens est une condition politique et vice-versa. On ne peut pas, dans le cas des Haïtiens, dire que bon, ces gens sont partis simplement parce qu'il y avait de la misère, et que dans tous les pays du monde, il y a de la misère. Depuis 8 ans que je travaille au sein de la communauté haïtienne sur ces problèmes, je n'ai jamais encore trouvé un Haïtien qui, après avoir demandé le statut de réfugié et avoir été refusé comme réfugié, qui ait accepté de rentrer en Haïti. Monsieur Dejean, une question très précise. Est-ce que selon vous, on a refoulé du Canada des gens qui ont eu à subir des répressions politiques par la suite? Il y a eu des cas, certainement. Donc la déportation pouvait avoir des conséquences très graves pour ces gens-là et pourquoi on en a fait une priorité. En principe, on a essayé de se battre pour chacun. Sur le plan techniquement légal, on a dû gagner à peu près la moitié ou un peu plus des cas. Et il y a peut-être un quart qui ont pu revenir avec une demande de résidence en bonne et due forme. Le gouvernement du Québec avait instauré un prix pour la communauté culturelle et la seconde édition a été décernée à Paul Desjans. Alors, si en 1972, les premières discriminations auxquelles le BCHM s'attaque, c'est vraiment les droits des migrants, ensuite, il est très impliqué dans la lutte pour les droits des chauffeurs de taxi. Le taxi a souvent été une voie d'accueil. L'industrie du taxi était déjà en difficulté avant l'arrivée des Haïtiens, donc ça a un peu exacerbé les tensions qui existaient dans cette industrie-là. Et le taxi, pour beaucoup, a été vu comme un moyen de concurrence illégale, déloyale. Au point de ce site, il n'y a pas d'ouvrage pour nous autres mêmes. Fait qu'il n'y en a pas plus pour les autres. On n'est pas en 40, la guerre 40, après la guerre, à la temps de la guerre, une personne aura un job, puis 10 minutes après, il y en avait un autre. Mais là, il n'y a pas d'autre job. Là. On crève, là. À un certain moment, une compagnie décide de crever l'abcès. La compagnie pose un geste dramatique et renvoie tous ses chauffeurs noirs. Disant quoi? D'autres compagnies font du racisme à l'embauche et ils sont récompensés. Moi, je ne fais pas de racisme à l'embauche, je suis pénalisé. Que ce soit des institutions publiques, que ce soit des institutions privées, genre hôtels, par exemple, ou autres, vont privilégier des compagnies qui n'embauchent pas de chauffeurs noirs. Le bureau a accompagné les chauffeurs, a au moins 3 groupes, a réussi à les mettre ensemble pour qu'ils parlent d'une seule voix. Et le bureau lui-même a aussi présenté sa perception, sa vision et ses recommandations. Le plan de rachat, ça a été majeur. La création du bureau du taxi, ça a été majeur. Et la régularisation de la présence des chauffeurs à Dorval, ça a été majeur également. Il y a eu plusieurs avancées qui ont vraiment été de l'ordre du structurel.
Ça, c'est une bataille épique. Le bureau a mené ça très bien et ça a réussi. Et si les chauffeurs de taxi peuvent faire ce qu'ils font maintenant, c'est parce qu'il y a eu des combats. Ensuite, à travers les années 80, la vague de sida a amené une attention particulièrement négative sur la communauté haïtienne, à tort évidemment. Qu'est-ce que c'est, Dr Perrault, très rapidement, que le sida? Qu'est-ce que c'est ça? Le sida est une maladie qui s'appelle le syndrome d'immunodéficience acquise et qui a surgi ces dernières années et qui semble être une faiblesse du système immunitaire qui prédispose les malades, certains malades, à développer des infections ou certains cancers de la peau. Est-ce qu'on en connaît beaucoup sur le sujet? Pas suffisamment. On connaît pas, surtout on ne connaît pas la cause. Bon. Récemment, vous avez demandé aux homosexuels, aux narcomanes, aux Haïtiens de s'abstenir de donner de leur sang. Pourquoi? C'était en réponse à une publicité qui avait été faite dans la presse américaine et retransmise dans la presse canadienne. Nous avons demandé une exclusion, c'est-à-dire que ces groupes s'abstiennent de façon volontaire. Mais pourquoi les Haïtiens, par exemple, Dr Perrault? 10 cas sur 27 rapportés au Canada se trouvent dans ce groupe. Pas tous, mais surtout, il semblerait dans ceux qui ont immigré de façon récente dans les derniers 2 ou 3 ans. Le docteur Perrault parle de prudence. Il n'a pas été prudent du tout dans l'annonce de la nouvelle et dans le fait qu'il n'a tenu aucun compte de l'impact social d'une nouvelle et qui n'a pas de base scientifique. Il accuse carrément une entité nationale, sans raison. Et la statistique canadienne dont il parle, qui est de 37%, ne fait pas état du fait que sur les 10 cas haïtiens, il y a 5 homosexuels et 2 bisexuels. Ça veut dire que ça, finalement, ça réduit le nombre à 3 cas. L'impact social, Dr Perrault, je pense qu'il faut quand même y venir. Comment ça se mesure, ça, Dr Alcindor? C'est colossal. C'est dans la piscine, à l'autobus, au restaurant, à la manufacture, que les enfants et les adultes souffrent de ça. Donc, discrimination. Discrimination claire et nette, sans fondement scientifique. Car le Dr Perrault ne peut pas affirmer qu'il y a eu un cas où la transmission sanguine a été prouvée. Est-ce que ça ne place pas la Croix-Rouge, Dr Perrault, dans une situation assez embarrassante quand même? Des médecins, des associations de médecins, associations communautaires se sont mobilisées. Et le bureau a accompagné et toutes ces personnes dans les démarches, représentations auprès du gouvernement canadien, auprès de la Croix-Rouge, auprès de toutes les autorités, pour expliquer que cette position était raciste. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de ressentiment contre la Croix-Rouge dans la communauté. Et parce que cette nouvelle est sortie comme un coup de massue ce matin-là. C'est-à-dire que vous avez jeté l'opprobre sur toute une communauté. On ne l'avait jamais vu venir. Cette maladie était là. On ne savait pas encore. On voyait arriver des gens malades, mais on n'avait pas encore identifié la maladie quand la Croix-Rouge est sortie pour dire que c'est une maladie qui affecte les Haïtiens, les héroïnomanes, les homosexuels, les hémophiles. Alors, c'est les 4 H, là. Je pense qu'il y a eu la mobilisation des étudiants, je pense qu'il y a eu la crédibilité des leaders communautaires, notamment Paul Desjans au bureau, et je pense que finalement, il y a eu les chiffres, il y a eu les évidences. Le fait que, écoutez là, et de quoi on parle? À un certain moment, on a beau raconter des histoires, mais à un certain moment, il faut être capable de les valider par des études, par des chiffres, etc., quand ça ne concorde pas. Alors, depuis que la communauté haïtienne est bien implantée au Québec, il y a évidemment plusieurs éléments historiques qui ont eu écho jusqu'ici au Québec, autant dans le négatif que le positif. Désirant entrer dans l'histoire, la tête haute, la conscience tranquille, j'ai décidé de passer ce soir le destin de la nation et le pouvoir aux forces armées d'Haïti en souhaitant que cette décision permette une issue pacifique et rapide à la crise actuelle. Avant 1986, on pouvait comprendre que les gens ne pouvaient pas, beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas rentrer en Haïti à cause de cartes marquées politiques, etc., etc. Mais après 1986, le choix a existé.
il était possible soit de choisir de rester ici, soit d'essayer de rentrer en Haïti. Il y avait même eu des discussions assez vives là, est-ce que le bureau devait continuer ou pas. Presque tout, pas seulement les dirigeants, mais presque tout le personnel du bureau est rentré en Haïti à ce moment-là. Ça a été un hiatus extrêmement important. Selon les soubresauts de la situation en Haïti, le bureau a été présent pour répondre à ces urgences. Le 29 septembre 1991, un coup d'État sanglant s'abattait sur Haïti, moins de 8 mois après l'élection du père Jean-Bertrand Aristide à la présidence à près de 70% des voix. Tandis que la population était tenue en échec de façon sanglante, Titide, comme l'appellent les Haïtiens, était exilé vers Caracas, d'où il reçoit de fermes appuis internationaux. Le coup d'État qui renverse Aristide, on apprend par le téléphone, d'accord? Quand on est sûr en fin d'après-midi que c'est vraiment un coup d'État, je travaille ici, donc j'appelle quelques personnes parce que traditionnellement, quand il y avait une grande nouvelle, on se réunissait dans la grande salle ici pour décider quoi faire. Et c'est ce soir-là qu'on va créer un comité qui va accompagner ce dossier jusqu'au retour d'Aristide. Probablement que les premières dénonciations de ce coup d'État sont venues de Montréal. À un certain moment, il y a trop de monde, il y a des gens devant, la police demande faudrait arrêter à 11h. Je leur dis, les gens ne vont pas partir, qu'est-ce qu'on fait? Et là, est-ce qu'il y a un endroit où on peut manifester? Oui, dans le centre-ville. Le Canada, à la demande de la communauté haïtienne, a été le premier pays à recevoir Aristide début décembre 1991 pour réaffirmer sa reconnaissance comme chef d'État légitime. Aux yeux du gouvernement canadien, le président Aristide demeure le président légitime d'Haïti, élu par la majorité de façon tout à fait démocratique. Le Canada a déjà dénoncé de la façon la plus claire le coup d'État qui a évincé le président Aristide, qui a été élu, comme je mentionne, de façon démocratique. Nous sommes d'autant plus déterminés à réussir dans le cas d'Haïti du fait qu'il existe entre le Canada et Haïti des liens d'amitié profonds et anciens et qu'une importante communauté d'origine haïtienne vit chez nous, surtout à Montréal. Merci mille fois. Ça nous donnera l'occasion d'alimenter les liens d'amitié tissés au long du temps entre nous, Haïtiens, et vos autres Canadiens, Québécois. Je veux dire que l'investissement de la communauté dans ce dossier, pas seulement de la communauté, mais du bureau, de beaucoup d'organismes communautaires, de beaucoup de groupes à Montréal et à travers le Canada, mais surtout Montréal, Québec, a été extrêmement important. Ce que la communauté a vécu en termes de racisme, de discrimination, le BCHM a été l'organisme présent pour la défense de droits, pour défendre les droits de la communauté. Mais au fil des ans, c'est clair que la mission, elle se fait différemment. Dans les débuts, il y avait une mission politique. Mais bien vite, on s'installait. Le fait de vouloir s'installer demandait une autre approche. Une approche un peu plus intégrative. Ça a pris peut-être 2 ans avant de faire comprendre aux commissions scolaires que tous les Haïtiens ne parlaient pas forcément français. À partir de octobre 1973, on met sur pied un cours de perfectionnement en français. Au fur et à mesure que les années passaient, ce cours s'est retrouvé avec majoritairement, sinon presque exclusivement, des personnes qui avaient des problèmes d'alphabétisation carrément. Et c'est devenu le Centre Narrivé, qui est aujourd'hui un organisme complètement autonome du bureau. On voulait s'intégrer, on voulait vivre avec les autres, on voulait aussi
prendre sa place dans une communauté parce qu'il y avait une première génération, mais il y avait une deuxième génération qui s'amorçait et aujourd'hui on est rendu à une troisième génération. Midi, chers amis, auditrices et auditeurs de l'émission Combien de flamboyants. Nous revoilà, nous sommes avec vous jusqu'à 3 heures. Le BCHM a eu une émission qui était hebdomadaire et dès le début, là, il y avait Carl Lévesque qui animait ça, il y avait Rosemée Eustache. C'était des gens qui étaient vraiment à la radio. À la radio, pour parler politique, oui, parce que, comme je vous dis, il y avait une effervescence politique, mais ils ne faisaient pas juste de la politique. Ils traitaient aussi des conditions de vie dans la communauté. L'intégration, c'est un phénomène à double. Il faut qu'on soit prêt à aller vers l'autre et que l'autre soit prêt à venir vers soi. Le BCHM, en termes d'action, a toujours été à l'écoute des besoins de la communauté et c'est ce qui a amené certainement cet organisme à être beaucoup dans la défense de droits par le passé, compte tenu des injustices que vivait la communauté, mais aussi aujourd'hui de se projeter et de se dire maintenant quels sont encore les besoins de la communauté. Notre mémoire collective est dynamique. Elle n'est pas figée ou fixée une fois pour toutes. Elle se fait, se défait et se refait continuellement au fil des époques, de nos migrations, de nos contextes, de nos expériences de vie, des générations. Je pense que le BCHM, malgré toutes les difficultés qu'il a traversées, a un impact extraordinaire. Les gens avaient souvent besoin de se loger, de trouver des emplois, de se distraire, de se maintenir. C'est des choses qu'on a faites avec l'appui de bénévoles. Aider les gens à trouver un logement, aider les gens à remplir des formulaires d'immigration, des formulaires de santé, aider les gens à se dépatrouiller dans ce pays qui leur est nouveau et dans lequel ils sont appelés à vivre. On apprenait aussi aux jeunes filles à se prendre en main, à développer vis-à-vis de leurs confrères masculins une certaine autonomie. Les jeunes, on les intégrait dans des activités qui les ouvraient sur la vie québécoise, sur la vie de la société, dans la société québécoise, de façon à ne pas les enfermer dans leur communauté uniquement. Il y avait bien sûr les camps d'été. Et il y avait les camps d'hiver aussi. Il y a eu des activités précisément pour les aînés, des activités pour les jeunes, comme l'aide aux devoirs, ou des activités culturelles, comme le karaté, par exemple. Moi, je pense que ça s'est mieux passé qu'hier. Je l'ai moins averti. Est-ce que tu t'es amusé aujourd'hui? Tu as respecté les consignes à la pâte aux joie? Parfait, ça mérite un bonhomme sourire. Qu'est-ce que j'aime au BCHM, c'est dès qu'on sort dehors et dès qu'on va à la piscine, dès qu'on va à la plage et dès qu'on va à Super Aqua Club. Surtout que les moniteurs sont très gentils avec nous ici au BCHM. Donc, j'aime beaucoup y aller au camp de jour. BCHM est le meilleur camp du monde! Le BCHM a des activités qui touchent vraiment l'accompagnement des familles, que ce soit le programme Option Protection, qui est un programme en partenariat avec la DPJ, que ce soit le programme Papa impliqué, enfant équilibré,
c'est du soutien qu'on apporte aux familles, par exemple les papas, pour qu'ils deviennent une meilleure version paternelle d'eux-mêmes. Donc ce sont 2 programmes qui s'adressent particulièrement aux communautés noires. Pour nous, la famille, dans le sens de l'immigration, est bien différente de celle de la famille nucléaire, où on voit seulement le papa et la maman. Il y a aussi les grands-parents qui interviennent dans le décor. Donc, en ayant un centre de jour pour aînés, au BCHM, on voit la continuité dans l'offre de services. BCHM éclaircit tout le monde qui est à peine arrivé, qui n'est pas encore au courant qu'est-ce qu'elle doit faire. Et là, moi, je viens conseiller un nom, parce que moi, je suis à Haïti, je ne vais pas conseiller un nom du tout. Là, je vais conseiller un nom, mais je fais. Mais c'est intéressant pour moi, l'orchite à un côté, ou pas un côté pour aller, ou sentir aucun problème. Mais monsieur, bon, ici, tu joues une grande, très sorti, ou joues tout le monde qui accueille pour encore. Et puis, je viens ici, moi, je me sens très bien. Très bien, parce que je suis avec toute la famille, ça là, moi, très bien. Non, toutes sont en famille. Parce que si je tombe là, tout le monde a levé, moi. Je me sens mal à l'aise, je me sens bien là. Il va vivre dans la vie, non? Les saines habitudes de vie, c'est un programme qui permet d'avoir un point de chute. Donc, les gens qui viennent se procurer ces légumes ne sont pas uniquement des Haïtiens, ce sont vraiment des gens du quartier, de différentes communautés. Nous sommes au Québec, nous sommes aussi dans un quartier. Nous avons vu la pertinence d'ouvrir nos services aux autres communautés aussi, aux communautés ethnoculturelles, parce que ce que nous vivons en tant que communauté haïtienne n'est pas différente de celle que peuvent vivre d'autres communautés qui arrivent ici au Québec et qui ont des défis. Si le fondateur était là aujourd'hui, Paul Desjans, il serait extrêmement fier de voir le legs que le BCHM a laissé dans la communauté québécoise, non seulement pour l'intégration des familles haïtiennes, mais aussi pour l'ensemble des communautés immigrantes. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du BCHM, c'est pas seulement la communauté haïtienne qui bénéficie de ces services. Et notamment, on aura aussi des enfants du BCHM, des organismes qui ont grandi grâce à lui aussi, donc le Centre Arrivé, qui se spécialise dans l'alphabétisation, et aussi la garderie Ami Soleil, qui est toujours le voisin du BCHM. Cela fait 50 ans que le BCHM est plongé dans la défense de droits, dans l'offre de services à la communauté, et il est essentiel que l'organisme devienne propriétaire de son espace. Donc, le projet phare du BCHM cette année, c'est vraiment faire l'acquisition des lieux où nous sommes logés présentement et développer une offre de services adéquate aux besoins de la communauté. Aujourd'hui, je pense que la communauté sait qu'elle fait partie de la société et qu'elle a droit de parole, droit de citer dans cette société. Ça, je pense que ça a été quelque chose d'important, ça a été quelque chose de marquant. Nous avons fait ce que nous pouvions. Mais notre descendance, qui est maintenant bien installée au pays, il faut que cette descendance-là soit capable de prendre toute la place qui lui revient de droit. On se voit déjà dans les 50 prochaines années, pas parce qu'on pense que la communauté aura toujours des problèmes, mais parce qu'on pense qu'il faut être vigilant, parce qu'on pense qu'il faut avoir des gens qui regardent et qui se disent, qui se positionnent pour dire « Ok, là, il y a quelque chose qui se passe, il faut intervenir ». Les défis de la communauté haïtienne, mais aussi des communautés noires au Québec, c'est réellement d'avoir
un plein potentiel dans la contribution à la société québécoise. Et il y a une partie, évidemment, qui relève des membres des communautés, mais il y a une partie aussi qui relève de l'ensemble de cette société pour reconnaître les discriminations qui existent et qu'on puisse lutter ensemble, main dans la main, personnes noires et alliés, pour que tous ici aient un accès égal à une contribution complète à la société québécoise.